Alors, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode en solo. J'essaye de tenir le rythme de un épisode par semaine le jeudi sur une thématique qui me tient à cœur. Cette semaine, j'aimerais aborder un sujet qui me semble récurrent et dont j'ai pu rencontrer aussi dans les sphères professionnelles. C'est le stéréotype suivant de dire que les personnes qui tombent en burn-out sont des personnes fragiles. Et en fait, ce ne sont pas des personnes fragiles, mais des personnes qui ont été fragilisées par un environnement de travail pathogène. Et comprendre cela change un peu tout le regard qu'on peut avoir sur la situation. Déjà, on retire la culpabilité pour la personne parce qu'en général, quand on dit ça, on la rend coupable et responsable de la situation dans laquelle elle est. Ensuite, ça permet aussi de remettre le travail au cœur et au centre des échanges. Parce que si on tombe malade à cause du travail, c'est parce qu'il y a aussi un problème avec le travail. Et ensuite, on ouvre ainsi des perspectives nouvelles pour pouvoir changer la situation. Tout d'abord, si ce podcast vous parle, si vous avez envie qu'on continue à démonter des stéréotypes, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochains épisodes. Alors, commençons par une petite scène pour expliquer la situation. Imaginez Claire, une responsable RH, dans une grande administration. Pendant des mois, les postes sont supprimés, ne sont pas remplacés, des fusions s'exécutent, la charge de travail explose. Elle tient le service à bout de bras, elle commence à travailler le soir, les week-ends, les déjeuners sont pris au coin du bureau, elle tient le service donc à bout de bras, elle le fait parce que elle tient à son équipe, elle veut la protéger, elle a un souci du travail bien fait et le sens du service public. Dès lors surviennent un certain nombre de conflits éthiques au travail, dossiers sensibles qu'on enterre, des indicateurs qui prennent la place du travail réel, des décisions contraires aux règles de métier, et puis un jour, en réunion, elle est désavouée devant tous ses collègues. Et son corps là dit stop, angoisse, sommeil brisé, impression d'étouffer. Alors, est-ce que c'est une personne fragile ? Eh bien non, c'est quelqu'un que l'organisation a fragilisé progressivement jusqu'à ce que ses défenses cèdent. Alors, ce point est essentiel, nous sommes tous vulnérables, ça fait partie de la condition humaine. La question n'est pas qui a une faille, mais qu'est-ce qui, dans ce travail-là, fragilise ou au contraire soutient le développement de la personne. Dans les environnements pathogènes, on retrouve souvent la même combinaison. C'est sous-effectif chronique, urgence permanente, brouillage du sens, retrait de la reconnaissance. Et à force, ce n'est pas la personne qui est défaillante, c'est l'économie psychique qui s'use pour tenir malgré tout. Et face à cette souffrance, on ne reste pas passif. En fait, on met en place, en tant qu'individu, des mécanismes de défense. Alors, ces mécanismes peuvent être individuels. Cela peut ressembler à du courage et c'en est, on surinvestit en fait, je vais y arriver, je continue coûte que coûte, on minimise la fatigue, c'est une période, ça va passer. On rationalise, oh, je dois être plus organisé, c'est ça mon problème. Ou alors on s'auto-accuse, ah je sais pas dire non, c'est de ma faute, etc. Ces défenses protègent en fait, mais elles ont un coût pour le fonctionnement psychique. Elles repoussent les limites jusqu'au moment où elles n'absorbent plus rien en fait. Côté collectif, il existe aussi des défenses qui s'installent parce que chacun et chacune est exposé de manière un peu différente à la souffrance, mais collectivement, on peut être amené à euh, construire ou se construisent dans les collectifs des défenses collectives. Par exemple, on va avoir un collectif qui va banaliser le dysfonctionnement, on évite d'en parler pour ne pas faire de vagues. L'humour cynique remplace le débat professionnel, c'est les chiffres qui tiennent lieu d'arguments alors qu'ils ne répondent pas aux problèmes du métier qui est rencontré dans la situation dans laquelle se présentent les problèmes. Et tant que ces défenses tiennent, le système tient. Mais un jour, elles cèdent. Et quand elles cèdent, on voit apparaître des décompensations, alors soit psychiques, de l'anxiété massive, troubles du sommeil, perte de mémoire, parfois état de stress post-traumatique, selon les situations, confusion, épuisement professionnel, et avec ces 3 dimensions, épuisement émotionnel, dépersonnalisation, baisse de l'accomplissement. Elles peuvent être aussi comportementales, ça c'est les conflits qui s'enveniment, passage à l'acte contre soi, contre autrui ou contre l'outil et
le système. Et puis, il y a les décompensations somatiques. Et là, on parle de douleurs musculo-squelettiques, troubles cardiovasculaires, somatisations diverses. Est-ce que la personnalité compte dans ces sujets-là? Bien sûr. Nous avons toutes et tous notre histoire, nos points sensibles, mais la personnalité à elle seule n'explique pas la bascule. Ce qui fait craquer une personne donnée à un moment donné, c'est la rencontre entre son fonctionnement, son économie psychique et une organisation spécifique du travail. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes tiennent des années sans symptômes, jusqu'au jour où les conditions changent, surcharge, changement d'un manager, changement d'une direction, d'une ligne organisatrice du travail, perte de sens, retrait de la reconnaissance et c'est à ce moment-là qu'on voit apparaître les troubles. Alors que faire? Bon, le premier geste thérapeutique, c'est de remettre le travail au centre des échanges, nommer précisément où ça coince, la charge, les priorités, les critères de qualité, les moyens, les règles de métier, mettre des mots sur ce qui a été tu pendant tant de temps, ouvrir des discussions des espaces de discussion professionnels où on parle du travail, mais du travail réel, des vrais enjeux auxquels on est confronté en tant que professionnel. On débat aussi de cette qualité du travail, pas simplement des indicateurs. Ensuite, il faut restaurer la coopération, redonner des repères métiers, clarifier qui décide de quoi, ritualiser les arbitrages, arrêter d'exiger l'impossible en silence. La qualité du travail n'est pas un luxe, c'est un soutien psychique majeur. C'est ce qui permet de tenir au travail aussi. Quand la qualité est empêchée, c'est l'identité professionnelle qui s'abîme petit à petit. Et quand elle est rendue possible et reconnue, cela devient même protecteur et quelque chose qui participe à la santé du travailleur ou de la travailleuse. Aussi, il faut aussi reconnaître l'utilité réelle du travail effectué. La reconnaissance, c'est pas simplement un merci poli, c'est une adresse sur l'effort, l'intelligence et l'initiative du travailleur qui exécute ce qu'on lui demande de faire et qui met de lui-même dans cette tâche. Et ce qui nourrit l'estime de soi au travail et soutient les défenses vivantes, c'est cette forme de défense si précieuse qu'on appelle la sublimation. Trouver dans le travail une façon de transformer ces tensions en quelque chose de socialement utile et subjectivement précieux. Je pense qu'un jour, je ferai plutôt un épisode dédié à ce sujet-là, qui est une question en soi, mais voilà, il est possible de transformer cela en plaisir, en moment de développement personnel, un gain pour soi. Sur le plan organisationnel, des leviers concrets existent. On peut adapter la charge, le périmètre, prioriser réellement, donner des marges de manœuvre, sécuriser les temps de récupération, stopper les injonctions contradictoires, former l'encadrement au débat de la qualité plutôt qu'à la seule gestion par les indicateurs qui rendent le travail mort, qui font tout sauf de la santé. Ensuite, il faut s'appuyer aussi sur les acteurs de la prévention que sont les médecins du travail, les psychologues du travail, les représentants du personnel. Sur le plan personnel, alors il ne s'agit pas de devenir plus fort. Vraiment, toutes ces histoires de développement personnel qui viendraient vous faire des exercices de respiration pour faire face mieux, ce sont des choses qui sont utiles, mais qui ne permettent pas de travailler sur les causes profondes qui sont agissantes et viennent mettre à mal une personne. En fait, il s'agit plutôt de repérer les signaux tels que le sommeil qui se dérègle, l'irritabilité, le cynisme inhabituel, l'isolement, le sentiment d'inutilité, demander de l'aide sans attendre, de limiter le surinvestissement, un moment de se protéger, en fait, que l'organisation appelle sans cesse de son vœu. Elle utilise nos failles pour pouvoir agir et donc du coup, il faut savoir mettre une barrière et reprendre la main et agir sur son travail. Travailler la honte aussi liée à la baisse de la performance parce que cette honte est normale quand on est épuisé et qu'elle passe quand on remet du sens, du cadre et du soin dans tout cela. Retenons ceci, les personnes en burn-out ne sont pas fragiles. Elles ont été fragilisées par des conditions pathogènes. Les mécanismes de défense individuels ou collectifs protègent un temps, mais puis cèdent si l'organisation ne change pas. Et puis la sortie passe par le travail réel, redonner des moyens, discuter la qualité, reconnaître l'utilité, restaurer la coopération, aménager les charges et se faire accompagner.
Si cet épisode vous a été utile, abonnez-vous et partagez-le à quelqu'un que cela pourrait aider. Dans le prochain épisode, je voudrais aborder le sujet du pourquoi dire les choses, c'est déjà commencer à avancer. Merci pour votre écoute et puis à très bientôt et j'espère la semaine prochaine pour un prochain épisode solo. Et sinon, mardi prochain, un entretien sortira.